À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui nous alerte. Les jeunes de 17 ans sont de plus en plus nombreux à fumer des joints. Pour être précis, 47,8% affirment avoir déjà essayé le cannabis et près de 10% disent en fumer au moins 10 fois par mois. Bonjour Jean-Pierre Coutron. Bonjour. Vous êtes psychologue et président de la Fédération Addiction. Ce sont des chiffres qui repartent à la hausse assez nettement après quasiment 15 ans de baisse. Est-ce que vous l'expliquez ? Oui, on se l'explique hélas. C'est-à-dire que on a centré notre préoccupation en France sur deux choses, qui étaient le côté délinquant, la sanction, et le côté maladie, le soin. Or, si vous avez regardé l'étude, la plupart de ces usagers ne se voient et ne se sentent et ne sont encore ni vraiment des délinquants, même s'ils font quelque chose d'interdit, ni vraiment des malades, même s'ils font quelque chose qui, s'ils continuent, les rendront malades. Et donc, on leur parle pas. Voilà. On leur parle pas, on oublie de s'adresser à eux. On a laissé s'installer cet usage. Il y a peut-être aussi un problème d'image du cannabis. On a un tweet de PhD Mail avec le hashtag un matin. Le cannabis n'est-il pas considéré comme un plaisir festif, comme peut-être l'alcool aujourd'hui ? Alors deux choses. Je crois que sur le cannabis, depuis à peu près, paradoxalement, ces 10 dernières années, on a plutôt communiqué sur la gravité et on a plutôt redonné des informations du côté du risque spécifique au produit. On pourra en parler d'ailleurs. Et on y viendra, oui. Et ça, on peut le mesurer, c'est clair. De l'autre côté, il y a une culture festive qui s'est déployée et qu'on retrouve aussi dans les consommations d'alcool, qu'on retrouve dans les nouveaux mélanges que l'on fait. Donc voilà, peut-être le goût de la fête a pris le dessus sur l'alerte par rapport au risque. Mais alors pourquoi nous, on n'y arrive pas quand d'autres y arrivent ? Vous étiez hier encore à un congrès à Lausanne en Suisse. En Suisse, évidemment, on lutte très bien contre le cannabis chez les jeunes. Qu'est-ce qu'ils font de plus ou de mieux que nous ? Non seulement ils luttent bien contre le cannabis, mais c'est l'ensemble des consommations qui ont diminué, même l'alcool et les alcoolisations aiguës qui ont commencé à reculer en France, il faut le dire, parce que les Suisses rigolaient sur deux choses. D'abord, chez eux, ils ont sorti des chiffres qui montraient des baisses spectaculaires. Ils n'ont eu aucune communication presse. D'accord. C'était assez intéressant. On aurait dû publier des bulletins de victoire. Personne ne les invitait. Ils étaient presque déçus. Et à l'inverse, nous qui avions des chiffres catastrophiques, nos téléphones sonnaient toutes les minutes, ainsi de suite. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait ce qu'on disait au départ. Eux se sont intéressés à ces usagers festifs, quotidiens, mais qui disent je gère, je contrôle. C'est pas aussi grave que ça. Ils sont allés parler à ces jeunes-là. Ils sont allés déployer ce qu'on appelle des outils, on pourra le détailler, d'intervention précoce. Et du coup, petit à petit, ils ont inversé la courbe. Il y avait en Suisse C'est quoi des outils d'intervention précoce, par exemple ? C'est de se dire qu'un certain nombre de jeunes font ça ils en attendent quelque chose aujourd'hui, là, ici, maintenant. La maladie plus tard. Alors ils attendent d'être désinhibés, ils attendent d'être détendus, ils attendent d'être déstressés, ils attendent de se faire prendre moins la tête par tel et tel problème. Et si on répond à ces questions-là, si on les accompagne pour le fait d'apprendre à faire ça autrement, si tout de suite on leur dit pas tu es malade, va te faire soigner, mais ça peut se faire autrement, ça peut s'attraper autrement, ils vont pas arrêter tout de suite, mais ils vont commencer à baisser leur usage, et ensuite ils sont capables de faire une balance avantage-inconvénient et dire finalement, je ne le fais plus. Et ceux qui le font 2-3 fois par an, excusez-moi, mais enfin ceux-là, on le saura à 30 ans quand ils nous diront, moi aussi je le fais. Est-ce qu'on est capable de dresser un portrait robot du jeune qui fume du cannabis ? Est-ce que c'est par identification aux autres ? Est-ce que c'est par malaise ? Est-ce qu'on sait le dire, ça ? Aujourd'hui, les portraits robots, c'est très compliqué, parce que les jeunes, c'est comme les vieux, il y en a des tas de différents, il y a des... Voilà. Donc on a des festifs qui y vont pour s'amuser, on a qui y vont pour compenser un certain nombre de souffrances. C'est pas la même chose de fumer dans certains quartiers que de fumer dans des cœurs de ville. Voilà. Il y a un marqueur social aussi dans la façon de consommer le cannabis ? Il n'y a pas un marqueur social au niveau du produit, il y a un marqueur social dans la façon de le consommer et surtout dans la façon de le gérer et de l'équilibrer. Les consommateurs les plus jeunes auxquels vous avez affaire, ils ont quel âge ? Moi, j'aime pas trop parler des plus jeunes parce que c'est vraiment l'exception. Mais les plus jeunes, ils ont 12, 13 ans. Mais là, on a affaire à des jeunes qui ont, préalablement à la prise de produits, des problèmes de personnalité, des problèmes de famille, et ça s'inscrit plutôt dans une tentative de calmer quelque chose que dans la culture festive dont on parlait au début. Jean-Pierre Coutron, où se fournissent ces jeunes ? Où est-ce qu'ils trouvent le cannabis ? Où est-ce qu'ils l'achètent ? Ça ne vend pas très cher aujourd'hui, du cannabis ? Non, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a plus de produits autoproduits ou achetés sur Internet que venant du marché noir ou du marché parallèle. Autoproduit, ça veut dire qu'on fait pousser ses plantes chez soi dans sa chambre ? On fait pousser chez soi dans sa chambre, alors de façon artisanale, moyennement artisanale ou un peu plus que presque industrielle. Voilà. Quelles sont les conséquences que le cannabis peut avoir sur les organismes jeunes ? Est-ce qu'il y a une particularité quand on est jeune ? Je pense que s'il y a vraiment quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la gravité du cannabis, c'est l'intensité
et la précocité Alors d'usage. l'intensité, elle commence où? Elle commence à... C'est-à-dire que quand vous êtes dans des usages quotidiens et que vous avez 12, 13, 14 ans, alors 15 ans clairement, jusqu'à 15 ans, voilà. Là, on est sur des problèmes majeurs. Le problème majeur à cet âge-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le trouble des fonctions exécutives. C'est-à-dire que vu de l'usager, c'est un sentiment de détente, de décontraction. Vu de l'extérieur, c'est la perte de la capacité de raisonner, d'appeler les informations, de les organiser et de mettre en route la décision. Donc vous êtes tranquille, vous, à vous sentir détendu, mais de l'autre côté, on vous voit comme ne produisant pas l'effort que vous devez faire. Alors, c'est embêtant, parce que vous êtes dans des années où vous devez faire autre chose, vous devez finir votre scolarité, construire votre vie d'adulte, rentrer. Ça veut dire que ça peut avoir des conséquences sur toute la vie? Alors, les séquelles sont discutées. On sait qu'entre 15 et 25 ans, le cerveau n'est pas terminé et que une consommation, alors là, très importante, peut éventuellement non pas avoir des séquelles directes, mais avoir des traces qui vont rester au-delà. Mais en tout cas, simplement là, le coup d'arrêt que ça va donner au fonctionnement psychique, au moment où il faudrait au contraire accélérer et le mettre en route, et au moment où en plus on est désavantagé, parce qu'encore une fois, cette construction du cerveau va de l'arrière vers l'avant et va de l'instinctif vers le contrôle. Donc au moment où on aurait besoin de pas trop affaiblir le contrôle, on va l'affaiblir un peu plus. Donc voilà, c'est un peu gênant. Comment savoir si son ado fume du cannabis? Si on veut savoir la première fois, on ne le saura pas. Un ado normalement constitué, les premières consommations, quand il les gère, il ne vous les montre pas. On le saura quand sera pris un certain nombre une certaine place, qui fait qu'on aura quelques signes, les fameux signes qu'on donne, les retards, le changement d'amis, une baisse du rendement scolaire. Voilà. Mais l'adolescence à elle seule justifie quelques comportements un peu bizarres, parfois bien sûr, incompréhensibles pour les c'est pour parents. ça qu'il faut être très prudent, et qu'encore une fois, si on cherche à repérer le moment où il est malade, on va passer à côté. À l'inverse, si on se met à discuter dans ces années-là avec les adolescents du risque alcool, du risque cannabis, du risque tabac, on est sûr d'être utile et accompagnant. Ça veut dire que les parents doivent parler, doivent y aller frontalement? Comment il faut faire? Il faut passer par un médiateur? Ça veut dire que la cible numéro 1, c'est les parents, il faut en parler. Et si on est en difficulté, on a créé des institutions en France qui s'appellent les consultations jeunes consommateurs. On les avait créées justement en 2004, on a arrêté de les développer, on est en train de les relancer, et c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à se faire aider et à décrypter avec quelqu'un de neutre. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Et les adolescents le savent, ils peuvent venir sans se reconnaître comme étant malade, juste en disant peut-être que j'ai perdu le contrôle de quelque chose que je voulais contrôler. Ils ne sont pas obligés de dire j'y vais pour arrêter. Merci Jean-Pierre Coutron d'être venu répondre en direct sur Europe 1 aux questions de nos auditeurs. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Drogue, faut-il interdire chez Duno, ou encore votre dernière publication Salle de shoot avec Pierre Chapard, publiée aux éditions de La Découverte. Merci, bonne journée à vous.